Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique, comme celle qui la suivra dans quelques jours, sont consacrées à la situation en Syrie. Aujourd'hui, nous tenterons d'analyser la signification politique et les enjeux du départ de Bachar el-Assad et de l'arrivée au pouvoir des forces dites islamistes. Dans quelques jours, nous nous pencherons sur les conséquences politiques et militaires de celles-ci pour la région et pour le monde. L'annonce de la fuite de Bachar el-Assad à peine 10 jours après une avancée fulgurante d'une coalition de diverses forces dites islamistes constitue une remise en cause profonde des rapports de force dans la région. La veille de cette fuite, les aviations russes et syriennes bombardaient encore les positions adverses, d'une part, et les forces armées syriennes annonçaient un redéploiement militaire pour défendre Damas et repartir à la conquête des zones occupées par les dits djihadistes d'autre part. La prise de Damas, enfin, par les milices armées de l'organisation Hayat Tahrir el-Shem, ou HTS, soutenue par la Turquie, s'est réalisée sans aucune résistance de l'armée syrienne. Ces quelques faits soulignent que la fuite d'Assad est le résultat d'un accord et d'un diktat international et non d'une évolution des rapports de force militaires internes au pays. C'est ce que confirme le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, je cite, « Suite aux négociations entre Bachar el-Assad avec un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la Syrie, il a décidé de démissionner de son poste présidentiel et a quitté le pays en donnant l'instruction de procéder au transfert du pouvoir de manière pacifique. La Russie n'a pas participé à ces négociations. » Fin de citation. La Syrie en général, et Damas en particulier, n'ont donc pas été libérés, comme l'annonce Ahmed el-Shahara, le leader de la milice HTS, mais sont le résultat d'un véritable coup d'État ou d'une capitulation devant des menaces réalisées sous la direction d'une coalition internationale. Les contours de celle-ci sont repérables aux réactions de réjouissance d'un certain nombre de pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclare ainsi, je cite, « C'est un jour historique dans l'histoire du Moyen-Orient. C'est une conséquence directe des coups que nous avons portés à l'Iran et au Hezbollah, les principaux soutiens du régime d'Assad. Ces coups ont déclenché une réaction en chaîne à travers le Moyen-Orient, parmi ceux qui souhaitent se libérer de ce régime d'oppression et de tyrannie. » Fin de citation. Le président turc Erdogan expliquait, lui, avant même la fuite de Assad, je cite, « Notre souhait est que cette avancée des opposants en Syrie continue sans incident. Je rappelle que nous avions lancé un appel à Assad. Je lui avais dit, viens, rencontrons-nous, déterminons ensemble l'avenir de la Syrie. Malheureusement, Assad n'a pas donné de réponse positive. » Fin de citation. Joe Biden ne cache pas non plus sa joie en disant, je cite, « Enfin le régime d'Al-Assad est tombé. Cela constitue un acte fondamental de justice et une opportunité historique pour les Syriens de construire un meilleur avenir. » Fin de citation. L'Union européenne va bien entendu dans la même direction, selon les propos de Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Je cite, « La fin de la dictature d'Assad est un développement positif et attendu depuis longtemps. Cela montre également la faiblesse des soutiens d'Assad, la Russie et l'Iran. » Fin de citation. Emmanuel Macron confirme de manière lapidaire dans un tweet, je cite, « L'état de barbarie est tombé enfin. » Fin de citation. La Turquie, les États-Unis et Israël ont raison de se réjouir du point de vue de leurs intérêts. La capitulation de Bachar el-Assad devant les menaces et pressions internationales a conduit à la renonciation à la résistance. Vendredi encore, c'est-à-dire 2 jours avant la chute de Damas, le conseiller du guide iranien Ali Khamenei était en visite en Syrie pour proposer l'aide de son pays afin d'arrêter les forces dites islamistes qui s'approchaient déjà de Damas. Bachar el-Assad refusa cette option. Le site pravda.fr résume comme suit cette séquence qu'il qualifie d'effondrement. Je cite, « Assad n'a pas accepté les conditions de l'Iran. La rencontre d'hier soir du docteur Larijani avec Bachar el-Assad a été la dernière occasion pour Assad d'accepter les demandes de l'Iran d'une intervention directe en Syrie et d'une reprise de la lutte contre les groupes takfiri. L'Iran était prêt à une intervention globale et à grande échelle en Syrie. Toutes les forces et ressources ont été préparées et même une partie de ces forces a été envoyée dans l'une des bases éloignées de l'armée syrienne. Cependant, les demandes nombreuses et persistantes de l'Iran ont été rejetées par Assad personnellement pour diverses raisons, ce qui a conduit à la situation et aux événements actuels. Le docteur Larijani a présenté ses derniers arguments, mais Bachar el-Assad ne les a pas acceptés. Après cela, l'ordre a été donné de se retirer de Homs. Oui, c'est aussi une forme d'effondrement. Fin de citation. S'il est encore trop tôt pour déterminer de manière certaine les raisons
et promesses qui ont conduit Bachar el-Assad à une telle capitulation, il est en revanche possible d'en mesurer les premiers effets pour la nation syrienne. Les États-Unis ont immédiatement annoncé leur intention de maintenir leurs troupes en Syrie en dépit de sa pseudo-libération. Les troupes israéliennes ont franchi la frontière sud de la Syrie dès l'annonce de la fuite de Bachar el-Assad, afin, selon Netanyahou, de, je cite, « prendre le contrôle de la zone tampon avec le Golan pour des raisons de sécurité ». Fin de citation. La Turquie, enfin, qui offre depuis 2011 une profondeur stratégique aux groupes dits djihadistes qui ont pris le pouvoir à Damas, contrôle désormais totalement les provinces frontalières du Nord et a ainsi les mains libres pour réaliser une annexion ouverte ou indirecte de celle-ci. Comme auparavant en Irak ou en Libye, le règne du chaos s'installe pour le peuple et la nation syrienne qui voit voler en éclats sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Deux hypothèses peuvent d'ores et déjà être posées. Soit une balkanisation directe de la Syrie, soit une balkanisation indirecte sous la forme de sa transformation en un État croupiant, entièrement dépendant des forces étrangères en présence. Ce qui se déploie sous nos yeux n'est rien de moins que l'application d'un nouvel épisode de la stratégie visant à redessiner l'ensemble de la région, mise en œuvre depuis plusieurs décennies par les États-Unis, sous la forme de dite guerre humanitaire d'une part et de révolution de couleur d'autre part. Le moment du déclenchement de ce nouvel épisode de chirurgie politique n'est bien sûr pas dû au hasard. Il est d'une part le résultat et une réponse à la défaite israélienne au Liban qui a conduit Israël et ses parrains internationaux à redéfinir ses priorités immédiates en s'attaquant à un des appuis stratégiques de la résistance palestinienne, du Hezbollah et de l'Iran. Il est ensuite l'utilisation d'une séquence historique où la Russie est concentrée par la guerre en Ukraine et où le Hezbollah est affaibli par ses pertes lors des 2 mois de guerre totale avec Israël. Le moment du déclenchement ne doit cependant pas masquer la préparation minutieuse et de longue date de ce plan, comme en témoigne l'importance quantitative des troupes des dits djihadistes et la qualité de leur armement. Le coup est sévère pour la résistance palestinienne et le Hezbollah, qui perdent un de leurs principaux points d'appui dans la région, et pour l'Iran, qui perd un allié de taille. Les conséquences sont également énormes au niveau du rapport de force mondial que nous tenterons d'analyser dans notre prochaine chronique. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.